Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Paul Langeois, donc qui est directeur du BBC, donc le Big Band Café, et aussi programmateur du festival Beauregard, que je pense tout le monde a déjà entendu parler. Donc premièrement, on va faire une petite présentation rapide de Monsieur Paul Langeois. Donc il est directeur du BBC et au niveau de ses études, donc il a eu son baccalauréat et il se nomme entre guillemets autodidacte car il a appris par lui-même. Il a passé 2 ans à travailler dans la section audiovisuelle du Centre régional de documentation pédagogique de Basse-Normandie. Et ensuite, après ces 2 ans, donc passionné par la musique, etc., s'est lancé dans sa propre association, puis a eu l'opportunité d'intégrer le BBC. Donc je vais laisser la place. Donc le BBC, c'est une salle qui a été créée en 1993 sous l'impulsion du ministre de la Culture qui était à l'époque Jack Lang. Paul Langeois est arrivé là-bas donc en 1998 en tant que directeur. Il a participé grandement aux travaux de rénovation qui ont abouti à une nouvelle salle en 2004 qui a été inaugurée par Alain Bachung. En 2006, le BBC a obtenu le label national SMAC, donc scène de musique actuelle. Donc c'est un label national, donc il faut respecter plusieurs critères, donc parmi lesquels la souris. Donc parmi lesquels soutenir les groupes locaux, mettre à disposition en plus des concerts des salles de répétition. Et donc on peut voir que la programmation est assez complète puisqu'il y a environ 70 concerts par an. Donc ceux à venir, par exemple, il y a Aaron, Vianney ou encore LOG. Et au niveau de la programmation passée, il y a quand même des noms assez importants. Parce qu'on peut voir qu'il y a par exemple Mickey Green, Skip the Use, Cats on Trees ou encore Ben Soul. Donc j'y suis allé une fois, donc c'est une salle qui a un très bon son et qui est très, très agréable. Donc comme dit précédemment, il est aussi programmateur du festival Beauregard. Donc Donc le festival a eu sa première édition en 2009. Il a été créé par Monsieur Paul Langeois avec l'aide de Patrick Simon, qui est directeur de l'agence Café Crème à Hérouville, et de Claire Le Saulnier, qui est régisseuse, elle, du festival. Donc ensuite, afin de soutenir et de mieux organiser le festival, il a été créé une société, donc Mr Black, qui, avec l'aide du Big Band Café, organise aujourd'hui le festival. Donc les nouveautés à partir de 2014, ça a été l'introduction du Before le jeudi. Donc le festival se déroule sur 3 jours à partir du vendredi soir. Et en 2014 a été mis en place le Before. Donc cette année c'était Stromae qui avait été... l'année dernière. Oui, l'année dernière. Oui. 2014 c'était Stromae. En 2015, plus de 81 000 festivaliers, et le festival se classe 11e des festivals français en termes de fréquentation. Donc c'est plutôt pas mal pour un festival si jeune. Donc pour 2016, ça sera la 8e édition. Et donc on peut compter sur une nouveauté qui sera les Jam Sessions. Donc le but, c'est un tremplin destiné aux jeunes groupes normands. Donc avec l'ensemble des groupes peuvent participer et le finaliste aura l'opportunité de participer au festival. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Voilà. Donc pour cette nouvelle édition de 2016, les dates seront du 30 juin au 3 juillet, toujours situé à Hérouville, qu'on n'avait pas précisé, mais le festival se déroule à Hérouville. Par rapport à la vente des places, donc c'est à partir de demain que les premières places seront en vente. Donc ça peut se vendre dans différents passes. Donc ça va du pass 1 jour au pass 3 jours. Et la programmation n'est pas en ce moment diffusée. Elle sera, donc on connaîtra l'affiche du Before à partir du 24 novembre, donc dans quelques jours. Voilà, donc maintenant je vais laisser la place à Monsieur Paul Langeois pour qu'il puisse un peu plus développer sur ses expériences et ses événements. Voilà. Merci.
En fait, je vais refaire la même chose, en plus détaillé. Donc voilà, moi je vais vous parler un peu de mon parcours. Donc comme vos camarades l'ont dit juste avant, je suis plutôt autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas fait de longues études puisque je me suis arrêté au bac. À l'époque, on avait le choix, à mon époque, même si je suis pas si vieux que ça, il y avait encore l'armée. Donc on pouvait soit faire son armée, soit être ce qu'on appelait objecteur de conscience. C'est-à-dire qu'on refusait de porter l'arme et on avait un double traitement puisqu'au lieu de faire 1 an d'armée, on faisait 2 ans de l'objection de conscience. Donc j'ai travaillé au CRDP sur le campus. La chance pour moi, c'est que ça m'a permis de continuer à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire la musique, en profiter pour monter mon association et commencer à faire des concerts un peu partout sur Caen. Il y avait une salle qui s'appelait Georges Brassens, la MJC d'Hérouville, la salle de la Fonderie et bien sûr déjà le BBC à l'époque. L'association a pris de l'ampleur très rapidement. J'ai développé au travers de cette association plein d'autres choses que juste la production de concerts. On faisait de l'affichage, on faisait de la régie, on faisait de la communication pour d'autres structures. Et ça m'a permis, après mon objection de conscience, de m'embaucher directement en tant qu'emploi jeune. C'était une petite assoce, hein. Les bureaux c'était chez moi, dans mon appart, et on vivait plutôt de notre passion, mais c'était plutôt quand même assez compliqué de s'en sortir. Mais on faisait plein de belles choses. La réputation de l'association et de la qualité de ce qu'on arrivait à proposer m'a permis de remporter un appel d'offres quand au Big Band Café, la ville d'Hérouville a recruté un directeur. Et donc je suis arrivé en juillet 99 avec pour mission d'ouvrir un petit peu la programmation de cette salle qui était très centrée sur plutôt reggae dub. C'était vraiment essentiellement ce qui se passait au BBC et surtout travailler sur l'agrandissement de la salle. Ça a mis beaucoup de temps, ça devait se faire beaucoup plus vite, mais c'était pas facile de convaincre les élus d'agrandir le BBC, qui était un tout petit club de 200 places, vraiment très peu confortable. J'ai mis 5 ans à arriver enfin à avoir un petit budget qui a permis de faire cet agrandissement. Il y avait un budget d'un petit peu moins d'1 million d'euros à l'époque. Ça peut paraître beaucoup comme ça quand on dit 1 million d'euros. Il faut savoir que les salles qui se construisent maintenant en France, chaque ville a sa propre salle, ça va de 6 millions à 15 millions d'euros. Si vous allez au 106, le 106 à Rouen a coûté à peu près 18 millions d'euros. Donc 1 million d'euros, c'était très très peu, mais on a réussi à faire un maximum avec ce budget et faire une salle de 600 places avec un plateau, une scène de 70 mètres carrés. Vraiment, on peut accueillir le public dans de meilleures conditions et ça nous a permis aussi d'ouvrir encore plus la programmation. Et d'avoir un nouveau public un peu plus âgé aussi qui vient sur, par exemple, de la chanson qu'on ne faisait pas du tout. Mais maintenant, quand on fait un Miosec, par exemple, on attire des jeunes comme des moins jeunes. Et avant, on n'y arrivait pas dans l'ancienne salle. Très vite, on a réussi à labelliser la salle en scène des musiques actuelles. Donc, c'est un label qui est attribué par le ministère de la Culture, il y a une convention triennale, c'est-à-dire que le directeur fait son projet artistique, il soumet son projet artistique au ministère de la Culture, celui-ci est validé et ensuite les partenaires institutionnels, régions, villes, départements et États s'engagent à financer ce projet sur 3 ans et puis on renouvelle tous les 3 ans. Là on a renouvelé il y a 1 an à peu près. Souvent les scènes des musiques actuelles se basent sur la diffusion, c'est-à-dire les concerts, mais aussi, bien sûr défendre la jeune scène, hein, les groupes émergents, et bien sûr la scène régionale. C'est des résidences d'artistes aussi, donc on permet à des artistes de venir, de répéter, de préparer leurs concerts. Récemment on a eu Dominica,
Et puis on a aussi beaucoup de groupes de la région qui en bénéficient. On a des locaux de répétition également. Et puis on fait des formations. Donc ça peut être des formations de son, d'éclairagistes, différents types de formations. Ça fait partie à peu près du cahier des charges d'une SMAC. Donc étant donné que moi je suis quelqu'un qui aime avoir des projets tout le temps, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui aime rester sur l'acquis, on va dire. J'aurais pu très bien me contenter de ça et de ce poste. Je commençais un peu à m'ennuyer. C'est-à-dire que de 99 à 2004, j'étais dans cette petite salle. Et voilà, 2004, une nouvelle salle. Donc ça permet d'avoir des nouveaux objectifs. Ça permet de repartir sur des nouveaux projets. Et puis en 2009, plutôt 2008, on a décidé avec une petite équipe, des amis, de se dire bon, il serait peut-être temps de se lancer dans un festival. On en a marre d'aller faire 200 bornes, 300 bornes, 600 bornes pour aller voir un festival. Et, alors que Caen, capitale bas-normande, n'avait pas son festival d'été en plein air. Et on s'est lancé dans ce festival. Donc avant de parler, alors je vais poser le micro parce que je vais me rebrocher mon ordo. Donc rapidement, le BBC et son activité. Donc voilà, il y a 11 salariés. Ça va de moi en tant que directeur programmateur, un directeur technique chargé de com, personne responsable des locaux de répétition, technicien son, technicien lumière, technicien plateau, agent d'entretien, accueil billetterie, développement des partenaires. On en parlera un petit peu aussi sur Beauregard parce que c'est une partie indispensable à l'équilibre financier de nos lieux et de nos événements. Quelques bénévoles sur le BBC, essentiellement pour nous aider sur la gestion du bar. Bien sûr, on prend des stagiaires régulièrement. Et puis, on est sous forme associative. Hein, c'est pour ça qu'à droite, vous avez le président de trésorier. C'est une association loi 1901. L'organigramme, rapide, il est plus que simple. Hein, voilà. Donc là, le BBC, ça fait 600 places. Il y a 5 locaux de répétition. Il a été créé en 93. Il a été labellisé en 2006, je l'ai dit. Voilà. Ensuite, donc les résidences. On a fait en 2015. On aura fait en 2015 540 heures de résidence. Ça représente un coût supporté par l'association de 27 000 euros, puisqu'il faut mettre à disposition du personnel, etc. Donc c'est quand même un budget conséquent pour la salle. Donc on a accueilli 9 résidences cette année. La diffusion, donc on a fait 41 concerts qui sont produits directement par le BBC, 18 locations de salles, 5 mises à disposition pour la mairie d'Hérouville, ça c'est sous une convention qu'on a avec eux. Le prix moyen du BBC, du ticket d'entrée, c'est 15 euros. Ça fait partie aussi de nos missions, hein, de rendre accessibles les concerts. On est toujours à la recherche du tarif le plus bas qu'on peut mettre en fonction du budget et du cachet du groupe. On aura accueilli sur nos propres productions 14 380 personnes et 3000 personnes gratuites, dont aussi les concerts gratuits qu'on peut faire. Et on aura défendu au travers de ces 41 concerts 23 premières parties régionales. Les courants musicaux, on voit que c'est extrêmement varié. Ça fait partie aussi de la charte SMAC, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être une salle uniquement ciblée sur un style de musique. On est vraiment obligé de s'ouvrir à tous les chants qui sont considérés comme musique actuelle. Et on va dire que c'est quasi tout sauf le classique et quelques répertoires de musique contemporaine. Mais donc ça va bien sûr aussi le jazz, le folk. Voilà. C'est vrai que je le dis, hein, c'est pour faire bien, parce que des fois il y a des choses que je classerais plutôt en pop rock parce qu'on a une image plutôt pop rock, mais que je vais plutôt mettre en chanson ou plutôt en blues ou pour faire un panel bien, mais ça s'approche vraiment quand même de la réalité. Mais
si on a une image, on va dire au BBC, c'est plutôt pop rock. La fréquentation de la salle sur les 3 dernières années, donc en 2015 sera une très bonne année. De manière générale, on sent qu'il y a un retour du public sur les lieux culturels. Ça peut être le théâtre aussi qui connaît une belle progression, ça peut être la danse. On voit que les gens ressortent un petit peu. On a vécu aussi la crise, comme beaucoup. Et là, ça commence à revenir. Donc en tout, avec les locations et tout ce qu'on a fait, on aura accueilli plus de 20 000 personnes au BBC. Donc les locaux de répétition, comme je disais, nous on analyse 4 locaux, c'est-à-dire que c'est des locaux qui sont réservés à 3 groupes à peu près qui en bénéficient. Et puis il y a un local où on peut venir répéter à l'heure. Donc 16 groupes qui bénéficient du local des 4 locaux à l'année, et puis à peu près 36 groupes qui viennent régulièrement répéter chez nous, qui représentent 2200 heures de répète à l'année. Les formations, donc voilà les formations qu'on aura fait cette année, comme je vous disais, lumière, son, formation son un peu spécifique, formation voix aussi, avec des groupes qui avaient besoin, donc ça représentait 576 heures de formation sur l'année. Et puis j'en ai parlé un petit peu, mais le club entreprise du BBC, c'est loin d'être négligeable. On est tous obligés maintenant qu'on fasse un événement ou qu'on gère un lieu culturel, d'avoir un apport des partenaires privés. Donc nous, on a créé un club entreprise il y a pas mal d'années maintenant. On était la première salle en Normandie à avoir créé ça. Et désormais, ça représente quand même, comme vous pouvez le voir, 50 000 € sur 2015 pour le BBC. C'est par exemple 2 fois plus que ce que nous donne le Conseil général. Donc c'est quand même très, très important. Je crois que c'est... Voilà. Et puis on a des petites activités annexes, on fait des visites pédagogiques, et on collabore aussi beaucoup avec des événements régionaux, que ce soit des structures régionales, la Maison de la Musique, le Printemps de Bourges, les Boréales, qui démarrent en ce moment justement. Voilà. J'ai déjà 2-3 questions pour toi, si tu veux, Paul. Par rapport au premier temps de ton intervention, moi, je vais les livrer en vrac. La première, c'est peut-être sur le principe de la résidence, dont on voit bien en quoi ça consiste. Mais qu'est-ce qui, à un moment, fait que le BBC est plus attractif pour un artiste, et tu as des artistes de renom à venir ici, c'est... la qualité des installations, des techniciens, le fait que derrière il y a la possibilité de jouer ou d'avoir joué au festival. Donc ça, c'est sur le côté résidence. Et puis il y a aussi ce qui explique la longévité. Oh là là, bon, merci. J'ose pas te reprendre parce que j'y arriverai pas non plus. De la salle qui a fêté son anniversaire il y a peu, et d'ailleurs vous aviez fait une année événementielle. Enfin, avec une programmation de qualité, on est obligé de l'évoquer, l'émergence d'une salle alors qui a pu être concurrente, qui devient complémentaire. C'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment, en termes d'accueil des artistes ou de programmation, comment est-ce que les choses se régulent pour qu'au fin de compte, deux SMAC continuent à opérer dans le même espace, un petit peu finalement comme le luxe et le café des images continuent de coexister depuis un certain nombre d'années en fait. Ouais, alors c'est assez vaste comme question, je vais essayer d'y répondre. Y a bien sûr la qualité de la salle, c'est-à-dire que tu as beau avoir une très belle salle, un très bel équipement, etc. Si t'as pas l'envie, si t'as pas la passion, si t'as pas les équipes derrière qui sont sympas, ta salle elle peut très bien ne pas marcher. Si le public est mal accueilli, si les boissons sont super chères, si enfin tu vois plein de choses qui peuvent faire que c'est pas forcément que l'outil qui va intéresser un artiste ou un public, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc au BBC, on a la chance d'avoir maintenant 22 ans derrière nous, des artistes qui nous connaissent depuis longtemps. Moi, ça fait depuis que je suis sorti du lycée que je travaille dans ce métier. Donc les tourneurs, les agents, les groupes, je les connais. Je connais les techniciens, je connais les régisseurs. Donc ils connaissent très bien la salle, et il y a beaucoup de groupes qui ont envie de revenir au BBC plutôt qu'ailleurs, donc ça c'est plutôt bien. Après,
sur l'arrivée du cargo qui est arrivé en, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 2008. C'était, on va dire, logique que la ville de Caen veuille faire une salle. Après, c'est assez marrant parce que ça a toujours été Hérouville qui est historiquement en premier sur plein de choses. Le théâtre d'Hérouville qui héberge la Comédie de Caen, le Café des Images. La première salle de musique actuelle, c'était au BBC aussi. Et à chaque fois que la ville d'Hérouville a fait quelque chose dans la culture, et il y en a beaucoup, Caen a refait derrière. Donc c'est vrai qu'on a souvent des doublons. Ça peut être dommage. On parlait de financement et nous on a des financements publics, donc on sait que c'est de plus en plus difficile, que les budgets sont contraints et que quand on double un lieu, c'est pas facile. Mais au bout du compte, c'est plutôt deux salles qui cohabitent plutôt bien, des fois qui ont un public commun bien sûr, mais pas exactement le même public. C'est-à-dire que moi j'ai pu le remarquer puisque je vais dans les deux salles bien sûr. On a un public à Hérouville qui est obligé de faire, je vais quasi dire un effort pour venir à Hérouville. Même il n'y a pas d'arrêt de tram juste à côté. Si tu viens en tram, il faut faire 500 mètres à pied, etc. Et le public qui vient au BBC, c'est vraiment un public qui vient voir le concert. Quand le concert démarre, t'as plus personne dans le bar, etc. Ça regarde le concert. Un public de passionnés. Le Cargo est une salle de centre-ville qui mise aussi beaucoup sur des concerts gratos, etc. Parce que justement, le centre-ville, la proximité, c'est plutôt intéressant. Ils ont eu raison d'aller sur ce créneau-là. Et on va beaucoup plus facilement, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a, il y a un truc au Cargo, c'est gratuit, j'y vais, mais on n'y va pas forcément pour la musique, on y va comme une sortie, comme on irait dans un bar plutôt que dans tel autre bar. Bien sûr qu'il y a un public de passionnés au Cargo aussi, mais la différence vraiment, moi je la vois un petit peu, là. Et puis on se différencie aussi au travers de notre programmation, hein. On a le Cargo va peut-être faire un peu plus de découvertes que moi. Et justement, de par sa situation géographique, d'être en centre-ville, c'est plus facile de faire un concert découverte à 5-10 euros, parce que les gens, ils n'ont pas besoin de faire un effort, de prendre leur voiture ou de prendre le tram, faire 500 mètres à pied, etc. Donc, ils ont raison d'aller là. Moi, j'en fais bien sûr de la découverte, mais je fais très attention. Je ne peux pas en faire 15 ans le trimestre, parce que je peux avoir très mal au bout du compte. Enfin, le portefeuille peut avoir très mal. Donc voilà, moi je trouve que la seule chose que j'ai reproché depuis le début, et ça c'est pas un secret, c'est que quand on construit deux équipements, et ça peut être sûrement des équipements sportifs aussi, c'est que il faut qu'ils soient complémentaires à la base. C'est-à-dire que si demain on reconstruit, et il serait temps un nouveau terrain pour le CBC, il faut qu'ils réfléchissent, et que ça puisse répondre à d'autres choses aussi derrière. Quand ils ont fait le Cargo, ils ont fait un club de 400 et une salle de 900, sachant que le BBC était à 600. Donc c'était pile poil ce qu'il fallait faire pour tuer le BBC. Parce que ce qui faisait 400 chez moi, ça allait dans leur club, et ce qui faisait 600 ou plus, ça allait dans leur grande salle. Donc en gros, il n'y avait plus besoin de BBC avec la construction d'un Cargo. C'est toujours ce qui manquait à Caen, et ce qui manque toujours au bout du compte maintenant, c'est une salle de 1500-2000. La petite jauge Zénith, qui est très compliquée parce que le Zénith coûte cher, et à 1500, on a du mal à amortir un événement au Zénith. Il y aurait eu une salle un club de 100-200 pour le jazz, parce qu'il y a très peu de lieux pour le jazz par exemple, et pour la scène régionale, et une grande salle de 1500, ça aurait été parfait, et le BBC avait toute sa place avec une jauge à 600. Et ça, c'est les politiques, et on n'a pas beaucoup d'emprise là-dessus. Et c'est con parce que je m'étais fait un petit truc pour pas oublier des choses, et naturellement c'est ce que j'ai oublié. Donc j'y vais live. Hein. Donc voilà. Alors pour revenir au BBC et à moi, c'est-à-dire qu'en 2008, des fois il y a des choses comme ça, on ne sait pas pourquoi, on se réveille un matin, on se dit il serait temps de faire un festival, et j'y vais. Donc je réunis Patrick Simon qui a une boîte de com et qui était dans le conseil d'administration du BBC.
Claire de Saunier qui est plus, elle, une régisseuse générale, qui est une très bonne régisseuse générale. Et on prend un verre un soir à l'endroit pour terminer à l'envers, pour reprendre votre petite soirée qui arrive après. Et on se dit allez, on y va, on se lance, on fait le festival. Étant à Hérouville, c'était logique pour moi. Il n'y avait qu'un endroit à Hérouville où je pouvais faire un festival, c'était le parc de Beauregard, que je connaissais pour aller m'y promener des fois le week-end, et qui a un lieu fabuleux. Et c'était déjà depuis des années que je me disais un festival dans cet endroit-là, ce serait top. Donc on monte un projet très très vite. On appelle la mairie d'Hérouville, puisque encore une fois, pour faire un événement, il faut avoir l'aval, tout du moins le soutien de la municipalité dans laquelle ça se déroule. On demande un rendez-vous avec le maire d'Hérouville et on y va. J'y vais avec Patrick. On lui dit pas pourquoi. On arrive dans son bureau, on dit voilà, on va faire un festival en 2009. On a déjà fait la programmation. On est arrivé avec des t-shirts, une programmation au dos, que du bluff, vraiment que du bluff. Patrick avait fait un badge, il lui a mis le badge. On n'avait même pas de nom de festival, donc on avait fait des petits logos, etc. Et là, le maire il dit un festival. Hein, bah ouais, on dit il serait temps qu'on fasse, il serait temps qu'il y ait un festival sur l'agglo. Donc là, il prend son téléphone, il appelle la DGS, directrice générale des services, le directeur des services techniques, et puis il dit bah, présentez-moi votre proposition. Donc on avait un tableau blanc et on a fait que du bluff. On a écrit des choses, on dit voilà, on peut pas vous annoncer les groupes qui ont confirmé, mais ça y est, on a déjà une belle programmation, ça va être super. Il nous faut 300 000 €. On a terminé comme ça. Et c'était un coup d'essai pour tenter, pour voir après comment ça allait réagir. Et là, le maire nous dit, bah, banco, allez-y. Et c'était en novembre. Le festival en juillet, donc on était déjà très en retard. Et on est ressorti, c'était un sentiment un peu bizarre. D'un côté, on nous dit oui, donc on devrait être content. Et de l'autre côté, on flippait total parce qu'on n'avait rien fait. Donc là, on s'est vraiment mis au travail. Et la chance, c'était qu'on était tous les trois très complémentaires. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime faire et ma passion, c'est plutôt la programmation. Patrick, ayant une boîte de com, il s'est dit moi je vais me charger de toute la com, je vais commencer à travailler sur la charte graphique, etc. Et Claire sur la régie. Et chacun a bossé pendant 15 jours de son côté. Moi j'ai fait venir des agents, des tourneurs sur le site de Beauregard en leur disant regardez c'est super, c'est extra pour faire un festival. Et j'ai commencé à caler des premiers noms. Le budget s'est fait à l'arrache au fur et à mesure qu'on s'apercevait des choses, puisque le site, il faut le maîtriser aussi. Hein. En janvier, on commençait vraiment à avoir les premiers noms. Le premier nom, ça a été Peter Doherty qui a confirmé, et ça a été pour nous un moteur, parce que dans une programmation, les artistes regardent toujours qui joue, quoi, hein. C'est important. Est-ce que je vais jouer avec Bidule ou ah ouais, mais c'est que des petits groupes, ça m'intéresse pas, ça va être un petit festival. Donc on a commencé à avoir une belle programmation et on retourne en janvier voir le maire, qui là lui aussi a fait ses bilans de son côté et qui nous dit non mais il faut tout abandonner, je pourrais pas vous aider. Vous allez mettre le Big Band Café en danger, et si le festival se plante, la salle va se planter avec, et la ville elle n'aura aucun moyen financier pour vous aider. Et là ça a été une grosse période de déprime parce que on s'était vraiment engagé, et on en parlera peut-être un petit peu après, mais quand on s'engage auprès d'un groupe, on lâche pas, ou on est complètement, on est après sur une liste rouge et on nous appelle plus, c'est fini, on passe pour des purs amateurs. Et j'avais beau avoir
20 ans de maison, si j'annonçais à certains agents et certains tourneurs, c'était une blague, il n'y a pas de festival, tu peux lâcher la date, j'aurais vraiment été pris pour un moins que rien. Donc, grosse déprime, on ne sait plus comment faire, on rappelle le maire qui nous redit au moins 3 fois non. Je me souviendrai tout le temps, c'était un vendredi soir, la dernière fois que j'ai eu le maire sur son portable, quasi les larmes aux yeux, à lui dire qu'il faut qu'on le fasse, autrement moi j'ai plus qu'à quitter mon boulot parce que je vais plus être crédible. Et il me redit non, parce que peur, quelque part il avait raison, hein, parce que c'était un petit peu de la folie, et il avait raison d'avoir peur aussi pour le BBC. Donc le nuit blanche, samedi matin complètement pas bien, et je dis bon bah s'il a peur, dans ce cas-là on va monter notre propre structure et on va faire supporter le festival sur une autre structure pour que le BBC soit épargné en cas d'échec, et ce sera que nous qui allons porter ce projet. Donc le samedi matin, je rappelle Patrick, on arrive à savoir où est le maire le samedi matin. Il était en train d'inaugurer un truc. On le rechoppe à la sortie d'inauguration. On lui dit voilà, si vous avez peur pour le BBC, on comprend, etc. Nous, on a déjà, ça y est, on a monté notre société, on va gérer ça, et ça va être porté par notre société. Et là, le maire nous dit putain, vous me faites chier, allez-y, ça s'est terminé comme ça. Mais ça nous a suffi. On s'est dit, on y va. On a appelé un avocat, on a commencé à monter nos propres statuts. Et puis entre-temps, le festival continuait à apprendre. En février, on annonce la programmation. À l'époque, c'était Peter Doherty, donc Charlie Winston, Ayo, Jason Mraz. Il y avait quelques beaux noms, et surtout Charlie Winston à l'époque, ça a commencé à monter très sérieusement. Et quand on annonce, on fait les titres de Ouest France, les titres de Liberté, vraiment la pleine page, la couverture. Un nouveau festival arrive, etc. La ville est submergée d'appels. Ils n'avaient pas mesuré à quel point il y avait une attente. Et là, quelques jours plus tard, après cette annonce de la prog, la ville est revenue vers nous en nous disant on va vous mettre à disposition les services techniques, etc., etc. Et puis, bon, c'est peut-être plus simple de le faire reposer sur le BBC pour l'instant. Et donc, c'est vraiment le BBC qui a porté la première édition du festival. Je reviens vite fait en 2008. C'est pourquoi un festival, c'est super important aussi. Je pense que quand on crée un événement, que ce soit musical ou sportif, il faut toujours se poser cette vraie question. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une attente ? Est-ce que j'apporte quelque chose en plus ? Est-ce que je réponds à un manque ? Si c'est faire un festival pour faire comme les autres d'à côté, ça sert à rien. S'il y avait déjà eu un festival qui marchait sur Caen, c'était pas la peine qu'on y aille. Pourquoi ? Parce que vraiment, on était, nous, en tant qu'amateurs de musique et qui allions à d'autres festivals, on était persuadés que le public avait été en attente de quelque chose. Ça faisait des années qu'il n'y avait plus rien eu l'été sur des scènes extérieures, et donc voilà, on était persuadés de ça. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Et dès la première édition, on s'est dit on va essayer d'apporter vraiment un festival de qualité. On en a marre d'aller dans des lieux où on boit de la bière chaude, et puis on est mal reçu, et puis on bouffe mal, et on se fait bousculer dans tous les sens, et c'est une sorte de... Voilà, je dis, encore une fois, je suis pas vieux, mais... à partir d'un certain âge, même à partir, je pense, de 30-35 ans, tu n'as plus envie d'aller dans des gros stuff. T'es passé à autre chose, tu as envie de continuer à faire la fête, tu as envie de continuer à avoir des beaux concerts, mais tu as envie d'une petite qualité supplémentaire. Et nous, on s'est dit, si on fait un festival, autant faire un festival dans lequel nous, on aimerait bien être festivalier, et on a tout mis dans la qualité de l'événement. On n'a pas lésiné quasi sur le budget pour faire des choses bien, pour mettre dès la première édition des belles scènes, pour apporter un maximum de confort au public. C'était notre volonté, et je pense que c'est ça aussi la clé du succès de Beauregard, c'est que dès la première édition, on a surpris. On n'est pas passé pour des purs amateurs avec un petit festival. Les gens, ils ont adoré. On avait aussi le site.
le site de Beauregard qui est fabuleux, avec un grand parc, un château, des arbres centenaires, etc. C'est déjà un lieu classieux pour faire un festival, et on a tout misé là-dedans. Paul, il y a aussi ce qui rentre dans la qualité du festival, c'est ton boulot, c'est-à-dire c'est la programmation, c'est-à-dire que depuis, on dit du festival Beauregard qui parvient à faire un grand écart entre le côté familial et populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on peut avoir, je sais pas moi, du zazie qui peut être respectable sous certains aspects. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois bien, ouais. Voilà. Et puis en même temps, on parlait tout à l'heure en montant dans l'escalier, le petit groupe que tu as envie de voir, etc. Donc, l'hyper pointu et le populaire, c'était une volonté dès le début, ou ça s'est construit au fur et à mesure? Je pense que ça s'est construit au fur et à mesure, mais c'était également une volonté. Je pense que sur un festival, tu peux soit faire un festival très dédié à un style de musique. On a vu récemment Nordic Impact, qui est un festival indoor. Hein, quand je dis qu'il n'y a pas de festival sur l'Aglo depuis des années, c'est un festival outdoor. Hein, c'est vraiment en plein air avec des scènes, etc. Donc tu peux avoir des festivals électro, tu peux avoir, je sais pas, le Reggae Sunska, qui est un festival à reggae, 100% reggae. Tu peux avoir des festivals très ciblés comme ça, et tu as des festivals plus génériques, on va dire, les Eurokéennes, les Vieilles Charrues, etc., où ils vont pouvoir te mélanger un peu de tout, mais en gardant une ligne de conduite, c'est la qualité quand même. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien mélanger des styles, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un super groupe électro qui va clôturer, un Dominica qui va être classieux, chansons, etc. Et ça va parfaitement fonctionner. Un groupe de métal, si on veut mettre un groupe de métal, tu peux, voilà, le samedi, on avait Sting, qu'on a mélangé avec Florence and the Machine, qu'on a mélangé avec Too Many DJs, et qu'on a mélangé avec Julien Doré. Voilà, c'est des groupes très différents artistiquement, mais qui, sur une même journée, passent très bien ensemble, et ça nous permet d'avoir plusieurs générations qui viennent voir le festival. Tu vas avoir certaines personnes qui vont venir que pour Sting. À côté de ça, ils vont se prendre une claque en voyant Florence and the Machine, et qui ne connaissaient pas et qui vont adorer. Et puis, tu vas avoir les plus jeunes qui vont rester jusqu'à la fin, le créneau 2-3 heures du matin, très électro, et qui est un des créneaux que je préfère, parce que c'est le seul que j'arrive à voir dans la journée. Donc, je suis assez content d'être à 2 heures du matin face à une scène. Mais voilà, ça peut être ça. Et le secret de Beauregard, c'est essayer d'avoir cette alchimie, des choses très différentes, mais au bout du compte, qui fonctionnent parfaitement bien. Quand j'avais fait Agnès Obel, c'était le jour de ZZ Top, tu vois. Donc pour un grand écart, je l'avais fait. J'avais même un petit peu peur, tu vois, quand même elle, c'était son premier festival, et flippé total, et là au piano. Et je m'étais même mis dans le crash barrière, parce que je me suis dit, j'espère qu'il va pas se prendre un truc dans la gueule. J'étais comme ça, vraiment flippé. Et d'un seul coup, juste avant qu'elle monte sur scène, t'entends le public qui l'appelait Agnès, Agnès. Là, je me suis dit, putain, ils l'attendent vraiment. Et elle a eu un succès monstrueux. Elle nous a fait passer un moment magique. Et pourtant, devant, tu avais un public de ZZ Top aussi, tu vois. Donc et ça, on aime beaucoup jouer avec ça. Alors, comme je vous le disais, on a fait le festival à l'arrache sans 1 euro de subvention. On avait un budget de 900 000 euros, et on avait 0 solution si on se plantait. On y a cru. L'avantage, c'est qu'on s'est vraiment réparti les rôles, et je pense que ça, c'est important, et ça sert à rien d'être 3 qui ont les mêmes compétences, qui vont faire vaut mieux essayer de s'entourer avec des gens hyper complémentaires, et c'est sûrement aussi ça qui nous a permis de le monter aussi rapidement. Et puis la première édition, on arrive à faire 20 000 personnes, donc c'était sur 2 jours, 10 000 et 10 000. C'était un énorme succès. On faisait déjà plus que la Route du Rock à Saint-Malo, qui est un festival qui a plus de 25 ans. Donc énorme succès, mais
les aléas d'une première édition, c'est que tu ne maîtrises pas tout. On s'est retrouvé avec 150 000 euros de déficit. 120 000. Mais le succès était tel, l'engouement des médias, du public, etc., fait que la ville d'Hérouville décide de nous voter après coup en septembre une subvention de 60 000 euros qui nous a épongé la moitié de la dette et qui nous a permis de repartir sur une deuxième édition. Deuxième édition, 34 000 personnes, je crois, toujours sur 2 jours, donc on avait quasi doublé la fréquentation du festival. Et puis après, on est monté 40. La troisième année, on passe à 3 jours. Et puis voilà, on est monté jusqu'au 2014 où on passe à 4 jours et on fait 80 000 festivaliers, et 2015 où on refait 80 000 festivaliers. Donc belle réussite. Alors on le savait parce que moi ça fait longtemps que je suis au BBC et que je suis sur les dossiers de subvention et qu'on quémande tous les ans quasi à se mettre à genoux pour essayer d'avoir 1 000 euros d'augmentation sur nos budgets. Vous connaissez peut-être ça si des fois vous défendez un projet. Je savais que le festival, s'il devait se pérenniser, il ne fallait pas que je m'appuie sur les subventions publiques. Et en plus, ça me permettait d'avoir une véritable indépendance dans tout, dans la programmation, le festival. Plus les partenaires publics financent votre projet, plus ils vont s'immiscer dans votre projet. Et ça, il n'y a rien de plus désagréable, encore plus pour un programmateur. Donc on n'a pas couru après les subventions publiques, on en a eu. À l'heure actuelle, c'est les mêmes depuis quasi la deuxième année. Hein. Donc pour vous dire, les subventions publiques qu'on a, c'est que je dise pas de bêtises, parce qu'il y a 10 000 euros du Conseil général, 15 000 euros du Conseil régional, 0 de l'État et 115 000 euros de la ville d'Hérouville. Donc la ville d'Hérouville, c'est vraiment notre plus gros soutien, donc ça fait à peu près 140 000 euros de subvention, et on est sur un budget de 3,5 millions. Donc ça veut dire qu'on a 4% de subvention publique. Ce qui veut dire aussi que le jour où il y a un changement d'élu quelque part, et puis qui dit on va plus aider Beauregard parce que j'aime pas Paul Langlois, ou parce que j'aime pas la musique, ou pour X raisons qu'un politique aura décidé, si la région demain elle change de tête, surtout que c'est le mois prochain, et ils me disent on te retire des subventions, ou ils me retirent 15 000 euros sur 3,5 millions, je dis, vous me faites même pas peur, quoi. Allez-y, je les commande même pas. Si vous voulez pas me les donner, vous me les donnez pas. Je reste indépendant, et ça c'est super important. Alors comment on a fait? On s'est à fond, on est allé à fond sur les partenaires publics, sponsoring, mécénat. Ça c'était indispensable. Et pour vous dire, c'est que le sponsoring et le mécénat, c'est devenu le deuxième plus gros revenu du festival après la billetterie. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc sur ces 3,5 millions de budget, on a eu cette année 500 000 euros de partenaires privés en numéraire, c'est-à-dire des partenaires qui nous font un chèque, et à peu près 300 000 euros de partenaires qui ont valorisé quelque chose. Et quand on dit valoriser, c'est vraiment des choses qu'on aurait dû acheter ou louer si ils n'étaient pas là. Par exemple, on a une batterie de peut-être 35 véhicules. Si je devais louer 35 véhicules, ça me coûterait une fortune. Non, c'est Peugeot qui me file toutes les voitures. On a besoin de nacelles, de télescopiques, etc. C'est un autre partenaire qui nous file tous les engins dont on a besoin pour ça. Donc on a plein de partenaires, voilà, ça monte à peu près à 300 000 euros de valorisation, c'est-à-dire que ça représente 800 000 euros sur ces 3,5 millions. Donc c'est vraiment indispensable, et c'est ce que je peux conseiller quand on crée un événement, c'est aller là-dedans. Alors comment séduire les partenaires? Ça c'est tout un art. Mais justement là-dessus, on sait que un événement, lorsqu'il y a des partenaires qui viennent dessus, ce qu'ils attendent, c'est une prestation de qualité. Tu as un petit peu la même contrainte ou le même souci de leur proposer quelque chose d'un petit peu exceptionnel, notamment sur les salons VIP. On a coutume de dire maintenant que les salons VIP, les espaces VIP de Beauregard, il y a tout ce qui compte
dans le tissu économique, politique, régional, et que c'est the place to be 3 jours par an. Ouais, bah en fait, on a réussi à faire ça. Alors après, il y a peut-être un peu de chance là-dedans, mais dès la première édition, malgré un petit budget, etc., on a eu, c'était pas énorme, 35 000 euros de partenaires privés, mais on leur a vendu du vent, parce que il n'y avait pas eu d'édition avant, donc on leur disait, voilà, il va y avoir un festival, il va y avoir on va vous créer un petit espace, un petit bar, pour que vous puissiez inviter vos amis. Et c'est très très vite monté, enfin c'est monté en flèche, parce que c'est un investissement au départ. C'est vrai que tu vas louer une tente, tu vas mettre un bar, tu vas offrir des coups, tu vas aménager, etc. La première année, c'est, quand je me souviens ce que c'est par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est assez marrant. Mais ils avaient apprécié, c'est-à-dire qu'on leur avait vraiment, ils se sont sentis invités, ils se sont sentis VIP, ils avaient un parking réservé pour eux, ils avaient un bar où on pouvait leur servir autre chose que de la bière, et tout ça c'était très important. Et très vite après, le bouche à oreille fait que maintenant on a à peu près 2000 VIP par soir, on a 105 partenaires privés, et c'est vraiment, ils veulent y être, quoi. C'est l'endroit où tu vois tout le monde. Tu vois aussi bien les politiques, ça va du préfet au président de région, aux différents élus, etc., que les grands chefs d'entreprise, des fois même les entreprises nationaux, hein, puisqu'on a des partenaires qui sont nationaux. On avait le petit-fils de Paul Ricard qui était là, donc c'est quand même une agence du CAC 40 qui était présente, donc ça a intéressé. Tu peux avoir le directeur France de Crédit Mutuel qui passe, tu peux avoir le fondateur de Deezer, tu peux avoir voilà, tu as plein de beaux mondes, et puis naturellement toutes les entreprises locales et chefs d'entreprise qui sont présents, et tout le monde aime être vu là, et puis en même temps faire du business, parce qu'ils sont là aussi pour se rencontrer, pour tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pu le voir celui-là, je vais en profiter, je vais lui payer un verre et on va discuter. C'est un peu ça l'espace VIP. Et maintenant on a des espaces VIP qui sont juste énormes. On a même on a un restaurant VIP, on sert 400 couverts par soir sur ce restaurant-là. C'est un vrai resto. Enfin, c'est un endroit qui nous coûte cher en termes d'investissement et d'aménagement, mais qui nous rapporte bien plus que ce que ça nous coûte. Donc voilà, on a vraiment misé là-dessus, et ça je vous le conseille, et je vous conseille aussi de travailler sur le mécénat, hein, parce que par rapport au sport, il n'y a pas de souci. Une association sportive, elle peut bénéficier de mécénat, et quand on arrive à bien le vendre, le mécénat, c'est-à-dire bien l'expliquer, quand on maîtrise bien cette case-là, ça peut vraiment permettre de décrocher un partenaire un peu plus. Au lieu de mettre 1000, il peut mettre 2000. C'est la plupart du temps, ils arrivent à mettre un peu plus grâce au mécénat. Donc ça vaut le coup de travailler là-dessus. Donc voilà. Et puis après, le festival, ça dure, comme je disais, 4 jours. Mais le plus dur, c'est qu'il faut toujours qu'on parle du festival. Il faut faire vivre le festival tout au long de l'année. Il ne faut pas juste se réveiller quelques mois avant l'événement et puis mettre en vente, etc. On ne peut pas se le permettre. Donc nous, par exemple, mardi soir, on avait notre soirée partenaire qu'on a fait au BBC. Donc on a invité tous nos partenaires. On leur a présenté un bilan, on leur a présenté les nouvelles of 2016, les nouvelles idées qu'on avait, etc. On leur paye un coup, un petit cocktail dînatoire. Ça les permet comme un club entreprise, ça les permet de se revoir, tout ça, donc ils aiment bien. Et ça nous permet de relancer la machine. Demain, c'est la mise en vente du festival. Donc on va reparler de nous dès demain sur la mise en vente. Très vite après, tu vas avoir l'annonce d'un premier nom qui va être le nom du groupe du jeudi qui va arriver. Ça doit être le 24 novembre. Donc on reparle encore de Beauregard. En décembre, tu vas réannoncer un ou deux noms, etc. Donc Beauregard, on va dire que de novembre à fin juillet, on est tout le temps présent avec des annonces, des choses comme ça. Il faut le faire vivre, il faut aussi rappeler tout le temps, et puis même le rappeler rapidement. Réservez bien votre premier week-end de juillet, parce que nos dates, c'est le premier week-end de juillet.
plus tôt on peut communiquer, mieux c'est, et on s'en prive pas. Il faut trouver des idées. Alors bien sûr les réseaux sociaux, des petites vidéos sympas, des petits remerciements, des concours, plein de choses qu'il faut travailler. Et pour ça les réseaux sociaux, essentiellement le Facebook, c'est juste un super outil. Alors je vais vous présenter rapidement. Alors j'ai enlevé des diapos parce que il y avait de la vidéo et on aime bien faire, on se prend pas au sérieux, ça c'est important, et on aime bien faire des petites conneries, et on leur avait mis quand on leur a parlé transport par exemple, pour dire combien on avait transporté de public avec les transports en commun, tout ça, on avait mis des extraits de La Connasse, je sais pas si vous connaissez sur Canal, où elle est en train de chialer devant des flics parce qu'elle sait pas où se garer, et puis pour leur demander de pas se garer n'importe où, un autre extrait de La Connasse où elle se gare sur une place handicapée et s'en va, et naturellement t'as un mec qui dit mais c'est une place handicapée, et dit j'ai des mycoses. Et voilà, on ose leur faire des conneries comme ça, mais ça marche bien, c'est notre marque de fabrique aussi, avec pas mal d'humour. Donc on leur avait présenté un petit diaporama comme ça avec les chiffres, donc les 80 000 festivaliers. Ce qui était important aussi pour nous, c'était qu'on avait le premier samedi de complet. C'était la première fois sur un des 3 jours qu'on était complet, donc on avait fait 26 000 personnes sur le samedi. On leur parlait de l'espace partenaire. Donc là, vous voyez le château de Beauregard, et donc tout en bas, c'est l'espace partenaire. Donc ça peut paraître petit comme ça, mais c'est juste immense. La première tente, elle doit faire 80 mètres de long. Il y a des terrasses sur pilotis, et sur votre droite, vous voyez, on a un autre espace qui s'appelle la plage, où on met du sable, les transats. Et cette année, on avait même mis une plateforme de golf on était partenaire avec différents golfs des alentours, et il y avait des initiations de golf. Donc il y avait plein d'animations aussi. Les journalistes, parce que c'est important aussi de montrer que le festival il rayonne très largement. Donc on avait accrédité 317 journalistes qui représentaient 152 médias. On leur avait mis quelques petites phrases d'articles. Donc Télérama, l'UMA, la Presse de la Manche. Je vous les montre rapidement. Ouais. Mais j'ai jamais eu le bilan festival, tu vois. Il m'énerve un peu. On était Virgin. Ouais. Mais Virgin en 2009, c'était logique parce que ça s'appelait encore la radio pop rock. Et c'est vrai qu'il passait. On avait Gossip en 2009. Il passait du Gossip, il passait vraiment des artistes pop rock. Et je me souviendrai tout le temps. J'écoute rarement la radio en fait. Chez moi, dans la voiture, j'écoute que des disques. Et j'avais remis en 2011, je crois, je me suis dit tiens, je vais regarder ce qui passe, Virgin Radio, et ils avaient totalement changé. Ils avaient arrêté le pop rock et c'était devenu du énergie, quoi. Enfin des trucs que je connais pas au bout du compte. Et là, j'ai dit hors de question qu'on reste avec Virgin parce que ça représentait plus du tout la programmation, la couleur du festival. Et donc on est parti à la pêche à France Inter, et France Inter c'était bien mieux parce que déjà l'image de France Inter, et puis tu intègres le réseau Radio France qui est le plus gros réseau radio en France, et ce qui te permet aussi, par exemple, ça t'arrive cette année, Florence and the Machine sortait son album, il y avait une chronique sur France Info, donc pas France Inter, et ils annoncent la date de Beauregard sur France Info. Tu sais qu'il y a des millions de personnes qui l'entendent, c'est une publicité fabuleuse. Alors le public, il est à peu près à 55% de la basse Normandie, mais on a quand même à peu près 15% d'Île-de-France, 15% de Bretons. Donc c'est ça, et puis plus on va, et là cette année depuis l'année dernière on commence aussi à voir les Anglais, donc on travaille aussi avec des
des billetteries anglaises pour communiquer là-bas. Et ça commence à marcher. Alors, on va parler un peu d'écolo aussi, parce que ça c'est important. C'est plus possible de créer un événement sans penser développement durable. C'est indispensable. Et en plus, quand on intègre un site comme le parc de Beauregard, c'était une logique même. Et donc on a vraiment fait un travail fabuleux là-dessus, sur le tri sélectif, sur tout ce qu'on peut faire. Ce qui fait que le site il est nickel. Et les gens le respectent énormément. On a recyclé 2,5 tonnes de plastique, on a recyclé 3,5 tonnes de verre. On redonne tous les bouchons des bouteilles, c'est des milliers et des milliers de bouchons à Andy Chien. Même les bouchons en liège, puisqu'on a un bar à vin qui débite pas mal de bouteilles, et les bouchons en liège sont redonnés à une structure qui les retransforme pour faire de l'isolant thermique. Même le pain, parce que c'est des milliers de repas qu'on sert, hein. Même le pain, les surplus de pain tous les jours, c'était une association qui s'appelle Pain contre la faim, qui vient récupérer le pain et qui le redistribue dans la journée. Voilà, il faut vraiment penser un maximum à tout ce qu'on peut faire en termes d'écologie et mesurer son impact. Ça c'est important. Donc on pèse vraiment nos déchets, on sait exactement. Voilà, si à un moment donné on voit que nos ordures ménagères elles ont vraiment augmenté, on va se poser des questions, on va se dire pourquoi on a une si grosse augmentation, et donc on réfléchit bien à tout ça. Bien sûr, les gobelets consignés, hein, ça c'est indispensable, et nous ils sont même au VIP, etc. Tout est en consigné. Et puis les transports en commun, c'est aussi indispensable. Donc on a les TER qui sont partenaires, on a Twisto donc qui a transporté plus de 40 000 festivaliers cette année. Donc on leur avait parlé des nouveautés aussi 2015, on leur avait fait c'était pareil, tous les ans on se remet en question, c'est-à-dire que le but du jeu c'est pas refaire le même festival, c'est qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut surprendre, qu'est-ce qui manquait, est-ce qu'on peut y répondre, etc. Donc on a créé des nouveaux espaces, on a retravaillé. Puis cette année, une des grandes nouveautés, c'était les deux mêmes scènes. Donc on avait vraiment deux très grandes scènes, on n'avait plus la grande ou la petite. Et puis on leur a fait la primeur du petit film flashback que je vais vous montrer juste après. Ça, c'était une photo du before. Donc voilà, la tombée de la nuit, le château qui commence à s'illuminer. On avait parlé des John Sessions, donc on en a parlé rapidement, le tremplin. Donc c'est le premier tremplin aussi qui s'adresse au groupe normand. C'est-à-dire c'est logique, ce sera en 2016, donc ce sera aussi bien les groupes bas que hauts normands qui peuvent s'inscrire. On leur annonce bien sûr les dates du festival, et puis on leur annonce la mise en vente des OP fans. Alors c'est la même chose, c'est comment faire parler le festival. C'est voilà, nous on a décidé de faire une OP fan, c'est-à-dire à l'aveugle, on ne connaît pas de nom, etc. Mais par contre tu bénéficies de 30 € de moins, donc c'est pas négligeable. Et on leur a annoncé donc en primeur qu'il y avait un 30 juin, puisque le mardi matin j'avais eu la confirmation du groupe. Donc voilà, les OP fans 3 jours, donc 70 € au lieu de 99. Et cette année on va faire l'OP fan 4 jours qui n'existait pas, donc 100 € au lieu de 130. Donc si on se dit 100 € 4 jours, c'est 25 € la journée. Si vous venez voir Aaron au BBC la semaine prochaine, c'est 25 €. Donc c'est un festival, si on fait le ratio, c'est peut-être 3 € par groupe, c'est vraiment pas cher. Et voilà, et puis ça commence à être l'esquisse, mais c'est pas le final, c'est le working progress de notre graphiste qui travaille en ce moment. En tout cas, ça va tendre vers ça. Je vais vous mettre le petit film.
Donc voilà, on voit pas mal de choses dans ce film. Déjà, on voit un public extrêmement varié. On voit des jeunes, des très jeunes, des moins jeunes. On voit d'autres choses aussi. Comme je disais, quand on a fait Beauregard, on voulait le faire, je vais pas dire à notre image, mais comme on aurait aimé être festivalier dans un festival. Donc à Beauregard, on trouve plein de qualités. Ça va être, tu vas trouver un bar à huîtres, tu vas trouver un bar à vin qui va te proposer plein de choses différentes. Tu vas trouver un bar à champagne. T'as un espace kids, c'est gratuit pour les moins de 12 ans, les tout jeunes, donc les familles peuvent venir plus facilement au festival parce que leurs enfants ne payent pas. On a un espace kids qui est fabuleux, qui est avec un partenaire avec Ikea qui nous aménage ça, avec des animateurs qui les accueillent, plein de choses pour eux. Tu as bien sûr tous les stands de prévention, etc., mais qui font un super boulot, et tu vas trouver, voilà, en tout cas, plein d'animations différentes, et surtout des espaces. C'est-à-dire que, comme je disais, moi, quand j'ai envie de voir le concert, je me mets dans la foule et je suis content, mais à un moment donné, quand tu n'aimes pas trop la musique ou tu as besoin de te poser, à Beauregard, c'est très simple, tu recules un peu et tu as énormément d'espace. Tu peux d'un seul coup t'asseoir à une table, te poser les oreilles, parce que comme vous l'avez vu, on a 2 clairières, les 2 scènes ne jouent jamais en même temps, donc quand tu veux être un peu peinard, tu vas dans la clairière qui joue pas. Les gens pique-niquent, ils apportent leur pique-nique, etc. T'es pas que devant une scène et dans la foule. Et ça, c'est pour moi super important, parce que tu as des gens qui viennent de 15h à 3h du matin avec nous, chez nous. Et donc, il faut leur proposer des moments de détente. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on essaie continuellement d'améliorer. Et voilà, c'est un festival qui se passe admirablement bien, avec des félicitations tous les ans de la préfecture, parce qu'on a quasi aucune évacuation sanitaire. Je crois que cette année, sur 80 000 personnes, on a eu 2 évacuations sanitaires qui sont vraiment une personne qui s'est vraiment foulé la cheville en marchant. Et voilà, on a une tente de dégrisement. À chaque fois, ça me fait rire parce qu'il me l'impose et je passe devant et il n'y a jamais personne. Mais ou des fois des techniciens à nous qui se reposent. Au moins, ça sert à ça. Mais voilà, c'est vraiment un festival qui se passe admirablement bien, et même à 2h du matin, vous pouvez traverser la clairière du début jusqu'à la fin, jamais vous verrez une bagarre, jamais vous ferez agresser, etc. J'ai voulu l'imposer très clairement dès la première édition. Ça se travaille aussi, hein, mais donc on n'a pas lésiné sur la personne de la sécurité. Les briefer aussi, le personnel de sécurité, c'est-à-dire que hors de question qu'il se montre trop ou qu'il soit trop virulent. Et voilà, si on a exceptionnellement une personne à sortir, ça se fera toujours hyper discrètement, sans bousculade, et tu le vois pas au bout du compte. Donc voilà, c'est ça qu'on aime. On est content parce qu'on l'a eu dès la première année. Et pourquoi on continue à grossir comme ça? Parce que les gens, ils viennent, et c'est tout ce qu'ils nous disent. C'est ici on peut venir, on vient avec nos enfants ils se baladent, on n'a pas peur, ils sont tranquilles. Et le public, il a de plus en plus besoin de ça dans les événements de manière générale. C'est un bon accueil, se sentir tranquille, en sécurité, et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on leur propose à Beauregard. Sur un dernier aspect, tu annonçais tout à l'heure un budget de 3,5 millions d'euros. Alors sans te contraindre à donner des données qui sont peut-être confidentielles, je ne sais pas. En tout cas, quel est le grand fléchage de ce budget? J'imagine que les principaux postes de dépenses sont booker les groupes et puis la location des scènes, j'imagine. Curieusement, la partie technique, elle est pas si importante que ça. On a à peu près, il faut compter à peu près, ça dépend des années, 35-40% qui passent dans les budgets artistes, les cachets artistes. Donc certains festivals, c'est à peu près 50%, mais nous, on met beaucoup de budget dans plein d'autres choses. Donc après, c'est beaucoup tout ce qui est l'aménagement du site, la distribution électrique, etc. Tu arrives dans un château de Beauregard, quand ils l'ont construit, ils n'avaient pas pensé qu'il allait avoir un festival. Donc il y a tout à faire. Tous les ans, on aménage le terrain aussi. On crée des passages souterrains pour passer les câbles.
On crée des ouvertures avec des portails. On a amené la fibre. Ça a coûté 35 000 € cette année. Hein. De plus en plus, on a besoin de puissance pour le Wi-Fi. Et donc, voilà, cette année, on a amené la fibre. On a refait une route qui est dedans. Donc, on a regoudronné toute une route. C'est tous ces aménagements-là qui sont extrêmement coûteux. Et puis voilà, toutes les structures aussi, tu vois, en chapiteaux, je crois, enfin toutes les différentes tentes, tout ça, on doit en avoir pour 80 000 €. Une scène, je voudrais pas te dire de bêtises. Après, bien sûr, tu mets la scène, tu mets la vidéo, le son, les lumières, et puis et le personnel pour tout ça, tu montes sur un budget qui doit être aux alentours des 200 000 €, 250 000 €, je pense. En ce moment, c'est quasiment la période de l'année où tu travailles le plus. En plus, je regardais sur la programmation à venir du BBC, c'est-à-dire que tu cumules à la fois l'organisation de concerts à Aéroville et tu es en train de terminer la programmation du prochain festival. Tu peux revenir sur le process de comment ça se passe quand tu sollicites un artiste. Je m'en souviens que tu nous avais expliqué ça une année, il y a une deadline et à un moment il faut que tu avances, tu laisses tomber, tu renonces à quelqu'un même si tu tiens énormément, sur comment ça se passe et nécessairement j'imagine la concurrence avec d'autres festivals, quoi. Alors c'est vrai que j'expliquais que l'idée c'est de toujours parler de Beauregard, donc faire que Beauregard on n'en parle pas que pendant 3 jours mais qu'on en parle tout au long de l'année. Mais en termes de travail, Beauregard, c'est 1 an de travail avec des équipes. On va dire il y a à peu près 1 an de travail sur une douzaine de personnes qui travaillent avec nous tout le temps. Pendant l'événement, on est plus de 1500 à travailler dessus. Il y a la partie à la rentrée, c'est vraiment la programmation. C'est-à-dire qu'en août, tu commences à travailler la programmation, c'est-à-dire que tu commences à regarder avec les agents, avec les tourneurs qui risquent de tourner, qui va sortir un album, etc. Donc tu as on t'envoie ce qu'on appelle des rosters, c'est-à-dire les tourneurs, ils vont te dire voilà, nous l'été prochain on aura tout ça sur la route. Après, ils disent tout ça sur la route, mais tu sais pas encore s'ils sont en France ou s'ils sont en France, est-ce que c'est plutôt le mois d'août, est-ce que c'est plutôt début juillet, tu sais pas. Mais tu commences à avoir une idée des artistes qui vont tourner l'été prochain, donc tu commences à te positionner dessus. On fait des débriefs avec toutes les équipes, il faut revoir toutes les équipes, se dire qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui était moins bien. Il y a des choses aussi que tu apprends. Tiens, ça, c'était tombé en panne. Ah ouais, je savais pas. Bah, comment on va faire? Il faut qu'on solutionne ça. Donc, tu fais des débriefs de toutes tes équipes. Et là, c'est énorme. Ça va des plombiers, électriciens, les gens sur les routes, les barrages, etc. Parce que, bon, regarde, c'est des barrages des fois à 2 km du site. Donc ça c'est important. Et puis on parlait des partenaires, voilà, et on démarche les partenaires dès maintenant, puisque la plupart des entreprises bouclent leur budget en décembre ou janvier. Et si tu arrives trop tard, ils vont te dire bah non mais nous on a déjà voté nos actions de com pour l'année, donc il faudra nous revenir dans 1 an. Donc on est déjà depuis septembre, on redémarche les partenaires, on recherche des nouveaux partenaires. Et donc le process pour les artistes, alors rapidement, c'est qu'il y a, donc tout en haut il y a le groupe, s'ensuit il y a le management, donc un manager. Le manager va travailler avec un agent. Et alors le manager il va être en charge, c'est lui qui va parler à la place du groupe, c'est-à-dire que c'est la voix du groupe, c'est lui qui va dire si oui, oui si, oui ça. Bien sûr il demandera l'aval à un moment donné aux artistes, mais c'est lui qui va gérer un peu l'image du groupe, etc., ce qu'il veut faire avec le groupe. L'agent lui, c'est lui qui va chercher les dates et les dates de concert. Et un agent, il va travailler avec un tourneur en fonction des différents pays. Donc tu peux avoir un artiste américain, par exemple, avec son manager, son agent qui est basé, pourquoi pas également aux États-Unis,
Et cet agent-là, quand il va faire la tournée, quand il va envoyer son groupe en Angleterre, il va travailler avec un tourneur, c'est-à-dire son référent qui va organiser la tournée du groupe en Angleterre. Quand il va en France, il va travailler avec un autre tourneur qui aura l'exclusivité française. Donc il a un tourneur dans chaque pays pour son groupe. Donc nous, alors il y en a qui passent directement par les agents, mais ça se fait pas trop. Le process, c'est que nous, on fait une demande au tourneur. On va dire, voilà, ton groupe, il m'intéresse. Est-ce que tu penses que 100 000 euros, ça peut le faire? Il va te dire, non, laisse tomber. Si tu m'offres 100 000 euros, l'agent, il va m'envoyer paître. Il va falloir plutôt que tu mettes ça, etc. Donc on essaie de négocier avec lui pour avoir un peu une idée de prix. À un moment donné, nous, on va se décider, on va dire, voilà, on fait une offre de temps sur tel jour, sur tel horaire, sur telle scène, une offre précise, détaillée. Donc le tourneur, lui, il perçoit toutes les offres des festivals en France. À un moment donné, il va remonter ça à l'agent, qui va dire, qui va faire, ça va être un premier barrage. Hein. Il va dire, ouais, t'as tourné les merdiques, attends, tu me fais aller à Arras, après tu me fais Bordeaux, après tu refais Beauregard. Je préférais que tu fasses Arras, Beauregard et Bordeaux. J'ai pas envie que mon groupe il soit tout le temps sur la route, etc., etc. Donc il va dégrossir le truc et l'agent il va récolter les propositions de tournée dans les différents pays. Je parle essentiellement pour un groupe international. Hein. Et en fonction de ça, il va regarder aussi les offres et il va voir la meilleure tournée qu'il puisse faire où il va se faire le plus d'argent. Il va se dire, bah, tiens, là sur début juillet, en Allemagne, c'est vachement plus intéressant les propositions que si je vais début juillet en France. Donc tiens, je vais commencer ma tournée en Allemagne et puis je vais dire au tourneur français qu'il laisse tomber les offres sur les premiers week-ends, mais qu'il commence à chercher sur le deuxième week-end. Une fois qu'il a monté sa tournée, il la présente au manager de l'artiste. Donc on remonte la pyramide. Hein. Le manager de l'artiste va lui dire, attends, je t'avais demandé de récolter tant d'argent sur la tournée, t'en as un peu moins, il faut que tu remontes tes offres, etc. Et quand tout est calé, le manager va faire valider à l'artiste en disant, voilà ce qu'on a. Est-ce que ça vous dit, etc. Alors des fois, ça redescend très vite en disant, oh bah non, mais ma femme elle est enceinte, au bout du compte, on va pas tourner. Ça arrive aussi très souvent, des conneries comme ça, donc beaucoup de boulot pour rien. Et puis après, on attend. Donc quand on a fait une offre, on peut plus revenir dessus. C'est-à-dire que si j'ai offert 100 000 et puis que je m'aperçois que j'ai fait une grosse connerie parce que tout le monde a proposé 50 000 et que je suis le seul à avoir donné beaucoup trop d'argent, bah tant pis, j'ai donné 100 000, j'ai donné 100 000, je peux plus revenir sur ma position. Donc on leur laisse un peu de temps et puis normalement ils nous répondent. S'ils nous répondent pas, notre seule solution c'est de pouvoir leur donner ce qu'on appelle une deadline en disant bon bah voilà, moi à partir du 15 décembre, si j'ai pas de réponse de ta part, mon offre est cool. Donc là, le tourneur il va revenir vite fait vers le manager en disant bah voilà, Beauregard le 15 décembre, si tu lui donnes pas de news, il abandonne. Mais la plupart du temps, au départ, tu peux pas abandonner, tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas te rétracter. En fait, ton savoir-faire, c'est la maîtrise des enchères et d'attribuer une valeur à un artiste dans une situation concurrentielle. En fait. C'est essayer, voilà, un artiste à la base n'a pas de prix, c'est-à-dire que tu sais pas combien c'est. C'est à toi de te dire qu'est-ce que vaut Sting en France à Beauregard. Est-ce que je peux mettre autant d'argent? Est-ce que si je mets cet argent-là, est-ce que ça va le faire? C'est à toi de savoir. Alors, les artistes internationaux sont de fait beaucoup plus chers et ont beaucoup moins de dates. Souvent, ils font 2-5 dates en France. Les artistes français sont moins chers et, on va dire, financièrement plus intéressants parce que plus populaires. C'est-à-dire que si tu fais une Florence le samedi, j'ai fait Florence and the Machine, j'ai fait Julien Doré, j'ai payé plus de 2 fois plus cher Florence and the Machine. Qui est une star internationale en Angleterre et aux États-Unis, c'est juste énorme, mais en France, c'est pas encore ça. Et sûrement que Julien Doré m'a attiré plus de monde que Florence and the Machine sur mon affiche. Mais un Français, je l'ai payé moins cher. Et là, pour terminer, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas si vous avez vraiment des questions dans l'assistance. À ce jour, alors bien entendu, sans dévoiler c'est pas le propos, t'as bouclé à peu près quel pourcentage? Je sais pas si c'est confidentiel de dire. Oh putain, j'étais bien parti et la semaine dernière, c'est un peu comme un jeu de cartes parce que je me suis heurté à un autre truc. Alors,
pourquoi un artiste va choisir de venir dans ton festival ou pas? Il y a 3 critères. Le critère le plus important, c'est l'argent. C'est qu'est-ce que tu vas quand même lui offrir financièrement. Le deuxième critère, c'est où est-ce qu'il vient. Est-ce que ton festival, il a une bonne réputation? Est-ce qu'on y mange bien? Est-ce que c'est sympa, etc. Ça, c'est un critère qui est quand même très important. Il y a des groupes qui disent, voire même des tourneurs qui vont même pas proposer tel ou tel festival à tel artiste parce qu'ils disent je vais pas amener ma diva là-bas parce que c'est pas pour elle. Donc c'est l'image de ton festival qui va jouer énormément. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des beaux lieux, de bien accueillir, etc. Pas tout céder, hein, mais être bien accueilli. Et le troisième critère, c'est avec qui je vais jouer. C'est ce troisième critère qui m'emmerde en ce moment dans ma programmation. Parce que j'ai mes deux têtes d'affiche, celle du samedi et celle du dimanche, qui veulent pas jouer avec un tel. Voilà. Et donc, c'est OK, on veut bien confirmer, mais hors de question de jouer avec Bidule sur la même scène. Donc, ça peut paraître bizarre, mais ça arrive. Et là, j'ai les 2 cas qui sont tombés coup sur coup. Et donc, voilà. Ça arrive souvent, par exemple, à un groupe international, et tu fais une tête d'affiche française, et le groupe français, il dit rien du tout à l'agent et au groupe. Il dit mais c'est quoi ce truc là, c'est quoi ton groupe là? Et donc voilà, ils veulent pas être là-dessus. Et toi, perso, tu parviens à faire plaisir dans la programmation. Enfin, je sais qu'il y a au moins un groupe que tu rêves d'avoir à ton festival, mais sinon voilà, d'aller chercher un artiste qui branche, ou tu es focalisé sur le public En tant que programmateur, le festival, c'est le plus beau joujou que tu aimes. Tu vois, c'est comme si tu adores les voitures de course et tu roules en Aston Martin, tu es content. Le Beauregard m'a permis d'avoir des groupes que je rêvais un jour de faire. Donc, bien sûr, j'ai produit des choses au Zénith, tout ça, mais ouais, ça on n'en a pas parlé. Le problème, c'est que les groupes hors festival, hein, quand ils tournent, pourquoi on a toujours la même chose au Zénith de Caen, en grande partie, quasi tout le temps, la même programmation, c'est parce que les internationaux, quand ils viennent en France, ils vont pas faire plus de 3 dates. Donc, 3 dates, quand ça leur dit rien du tout. Ils vont te faire Paris, bien sûr, ils vont te faire Lille, ils peuvent te faire un Lyon ou un Bordeaux, pourquoi pas un Marseille. Mais ils vont aller sur les grandes villes. Donc nous, on a vachement de mal à les avoir ou les faire venir à un Zénith de Caen ou même des fois un BBC ou un Cargo. On rame parce que peu de dates. Alors des fois, tu as un international qui va décider de faire 15 dates en France et là, tu as peut-être une chance de l'avoir au Zénith. Alors que Beauregard, c'était ça qui était intéressant, c'est que ça nous a permis d'avoir des groupes qui seraient jamais venus autrement jouer sur Caen, mais parce que c'est un festival. Et là, ils viennent. Là, peu importe la ville, la preuve, hein, Carré, si tu leur dis où est Carré, pour les Vieilles Charrues, c'est une tablette de 200 habitants, ils n'iraient pas autrement. Mais les Vieilles Charrues, l'image des Vieilles Charrues, l'ampleur de ce festival fait que tous les artistes veulent aller jouer aux Vieilles Charrues. Donc c'est plus du tout la problématique de la tournée. Là, ils vont voir ton festival, peu importe où il est. Et quand j'ai fait Beauregard, c'était ça, c'est de se dire, il faut absolument que je fasse enfin un festival qui va pouvoir nous permettre de voir des artistes qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de voir autrement, ou on serait obligé de monter sur Paris pour aller les voir. On arrive au terme de la conférence, justement, s'il y a une ou deux questions dans la salle. Ouais, petite question, on est un peu la rivalité entre Caen et Rouen. Depuis maintenant 3 ans, ils ont les concerts de la région, qui a quand même aussi des têtes d'affiche, un peu du même style que le Beauregard. Comment vous avez vu arriver cette concurrence, puis en plus c'est gratuit? Est-ce que ça a eu un impact sur les entrées, ou peut-être le fait d'obtenir tel ou tel artiste? Parce qu'en plus ça se joue sur le même week-end. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors je vais essayer d'aller vite. La première, pour moi, Rouen, c'est pas un festival. Quand tu as une scène sur un parking dans un port
qui fait un concert par soir, c'est pas ce que tu as vu ici. Moi, un festival, c'est ça. Donc ça, c'est une chose. Et à chaque fois, quand on m'interroge là-dessus, essentiellement les journalistes, je leur dis oui, mais d'accord, moi, je suis un festival, eux, c'est un concert dans une ville. C'est pas la même chose. Deuxièmement, c'est vrai que je l'ai mal vu et je l'ai mal vécu. J'avais pas une super crainte, mais on pouvait s'attendre à avoir quand même une partie d'un public rouennais qui viennent pas à Beauregard. Et je pense qu'il y en a eu. Très difficile à mesurer, hein, mais je pense qu'il y en a eu. Et très énervé parce que en face, c'est une région qui finance un événement gratuit avec 100% d'argent public. C'est-à-dire que facile. Ils disent ah nous la culture elle est accessible à tous, c'est gratuit. Bah ouais, facile. C'est l'argent public que tu utilises pour faire ça. Donnez-moi 3,5 millions, je vous fais Beauregard gratos, moi pas de souci. Donc c'était pour moi une concurrence déloyale de me battre face à une région qui fait ça gratuitement et qui le positionne le même. Mais là les élections arrivent, ça vous a pas échappé et ils ont annoncé que c'était le deuxième week-end en 2016. Donc ils ont déplacé leur date. Parce que c'était quand même relativement mal vu et que la presse et surtout l'opposition, parce que les deux régions sont à gauche, donc bien sûr la droite, elle n'arrêtait pas. Et moi ça m'embêtait parce que j'arrivais sur un secteur politique que j'aime pas. Plus tu peux t'éloigner de la politique, en tout cas moi c'est ce que je pense, mieux c'est. Tu peux avoir tes convictions personnelles, et heureusement, mais quand tu fais ce travail-là, peu importe, tu as un maire de droite, un maire de gauche, etc. Le but du jeu, pour moi, c'est que le BBC, ça fonctionne, que les salariés soient payés à la fin de l'année et qu'on fasse des bons concerts. Donc voilà, j'étais pas content de cette concurrence, d'autant plus que cette année, mine de rien, au-delà de cette concurrence, ils avaient quand même surenchéri sur des offres que j'avais faites, et ce qui, dans le métier, ne se fait pas. Forcé, c'est pas leur métier, mais c'est comme dans les règles de sport, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et qui sont mal vues, on va dire. Et dans notre métier, quand tu sais qu'un tel a fait une offre, jamais tu vas surenchérir. Tu vas dire, bon, ok, mais surenchérir pour avoir, là, et donc à un tel point que le tourneur de ce groupe m'a appelé en disant, tu te rends compte, j'ai eu une offre, ils m'ont proposé le double de la tienne, c'est Rouen, etc. Et le tourneur a pris un risque perso important, puisqu'il n'a pas donner l'offre au manager. Il n'a pas fait passer l'offre au manager. Parce qu'il aurait fait passer l'offre au manager, le manager était là où il y avait 2 fois plus d'argent. Donc il a attendu, il a accéléré pour que ça confirme. Et une fois que c'était confirmé, on ne pouvait plus revenir en arrière. Et on était tranquille. Mais voilà, c'est des aléas. Donc j'espère que ce n'est pas que pour une raison électorale et qu'en 2016, effectivement, on ne sera pas sur le même week-end, mais j'espère qu'en 2017-2018, ça restera comme ça. On a été assez complet, je ne sais pas s'il y a... Ouais. Ça fait 2 ans que vous avez 80 000 spectateurs. Est-ce que c'est une limite pour vous ? Alors, on parlait de la place sur le site. Alors, c'est vrai que nous, on fait très attention à ça. On pourrait continuer à mettre plus de monde, mais le samedi, là, avec 26 000, on s'est dit c'est très bien. La première fois qu'on a fait complet, c'était avec Stromae en 2014. On avait mis 23 000. C'était la première fois qu'on mettait 23 000 sur le site. On a regardé comment c'était. T'as vu, on a des photos de drones, etc. Donc, ça nous permet de voir bien comment le public se positionne. Et on s'est dit, on a encore un peu de marge. Là, avec 26 000, on s'est dit, c'est bien, même si techniquement, je pourrais en mettre quasi 5-6 000 de plus. Mais après, il faut savoir ce que tu veux. Tu veux faire un bon coup et gagner beaucoup d'argent d'un coup, mais ton public, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, oh, putain, j'ai été tassé, j'ai rien vu, c'était abominable. Ou tu préfères qu'ils se disent c'est génial, je vais revenir l'année prochaine. Donc nous on mise plutôt sur le long terme et je pense que c'est sûrement la meilleure façon de faire. D'où vient ce personnage fictif de John Beauregard ? Ça s'est fait pour l'un d'heure, on se dit tiens, on va faire un mec comme ça. Ouais, un peu plus qu'un verre même, mais c'était vraiment la création du festival. On n'avait pas de nom de festival.
Et donc c'était une catastrophe pour nous parce que on confirmait les groupes, etc. Et on n'arrivait toujours pas à se mettre d'accord sur. Donc on a réuni l'équipe restreinte, on va dire l'équipe qui est très soudée là sur le festival. On a passé une longue soirée, on a pris un tableau blanc et on s'est dit allez, on se lâche, on n'a pas honte, on écrit toutes les conneries qui nous passent. Et donc on écrivait toutes les idées de noms, etc. Et fin de soirée, on n'y arrivait toujours pas. Et puis un de mes collègues dit John Beauregard, en étant persuadé que c'était que dans Mon nom est personne, un western avec Henry Fonda, le fameux s'appelait John Beauregard, mais en fait il s'appelait Jack Beauregard dans le western. Mais on n'a même pas tapé Google, tu vois. On s'est dit oh putain, John Beauregard, c'est marrant, etc. Donc on l'a noté. Tout ça pour terminer à s'appeler Festival Beauregard, faut quand même, tu vois, il fallait pas chercher très loin, mais on s'est pas mis d'accord. Et étant donné qu'on se disait à chaque fois Festival Beauregard, on s'est dit bah allez. Alors on dit Festival Beauregard, pas de Beauregard. Nous on dit Festival Beauregard. Et quand on a créé le Facebook, juste après, la personne m'appelle en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Je fais Beauregard officiel, Festival Beauregard officiel, comment je l'appelle? Et puis on s'est regardé avec les collègues, on a dit bah c'est un Facebook, c'est une personne, on va l'appeler John Beauregard. Et on a appelé John Beauregard. Et d'un seul coup, le public s'est approprié la chose et a commencé à s'adresser à John directement sur le Facebook. C'était John, programme-moi un tel, etc., etc. Donc ça a plutôt bien marché la première année. La deuxième année, l'affiche était I Love John. Festival Beauregard en petit, et là ça a cartonné, le public est arrivé avec il s'était fait des tatouages un peu partout, I Love John, etc. On avait, tu le vois encore, hein, des gens avec des cartons John, etc., des propositions de mariage, des propositions un peu plus indécentes à certaines heures, à certains endroits dans le site. C'est assez marrant ce truc-là, et donc les gens vraiment parlent à John, et pour nous c'est un double intérêt parce que ça nous permet de ne pas nous mettre en avant, puisque c'est John qui parle, c'est John qui choisit, c'est John qui programme, voilà. Et donc on continue à répondre au nom de John, les éditos c'est signé John, et ça fait une deuxième communication, tu vois, tu as vraiment la Festival Beauregard, communication, etc. Et tu peux, pendant les élections présidentielles, les dernières, on avait fait des soirées Vote for John. Et on avait des autocollants partout, Vote for John, et on faisait des soirées dans des bars, Vote for John. Et voilà, on avait surfé là-dessus, totalement apolitique, mais en fait, on votait pour Beauregard, quoi. Point. Et c'est vraiment un axe de com qui est super intéressant. Mais qu'il faut pas en abuser, donc on est... peut-être qu'un jour tu le veux... Mais il est toujours là, John, déjà au travers du Facebook... au travers des t-shirts bénévoles, c'est la Dream Team de John, voilà, tu as plein de choses comme ça, mais on n'en abuse pas trop, il faut laisser faire, et des fois c'est même le public qui nous donne les idées. Ouais. Je veux savoir, c'est quoi le groupe de vos rêves? Écoute, j'en ai un, mais je sais que celui-là, vraiment, je pense pas pouvoir l'avoir un jour. C'est Dépêche Mode, que j'adore, mais qui est très très cher. Voilà. Donc pourquoi pas sur un Before, mais tu vois, il faudrait que le groupe accepte, mais en plus, il faudrait sûrement mettre un prix de place assez cher. Tu vois, cette année, il y en a qui ont fait Muse en Before. Et ils étaient obligés de mettre des tarifs à 65, 70 euros. Donc, si tu me payes 65 euros pour aller voir Muse et qu'après il faut que tu remettes 100 euros pour voir les 3 jours, ça commence à faire assez cher sur ton festival. Donc, j'ai peur qu'au bout du compte, tout le monde aille voir Dépêche Mode et 50% du public en moins sur les 3 jours. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que le Before, c'est toujours quelque chose de différent. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi, le Before, c'est se dire on a nos 3 jours, c'était très pop rock, on a notre public, etc. Mais on a fait un Stromae qui est beaucoup plus large public et voilà, qui nous a pas bouffé de public des 3 jours. Et puis on a fait Scorpion cette année, du vieux hard rock qui nous a attiré un nouveau public aussi, et c'est ça qui nous intéresse. Donc on essaie de se différencier sur le Before.
Donc un Dépêche Mode, on risquerait de... Voilà, j'ai dit, moi je suis dans des... Alors bien sûr je connais plein de nouveaux groupes, mais dans mes rêves c'est Dépêche Mode et The Cure. Voilà. The Cure est peut-être un peu plus accessible, mais... Ouais, bah tu sais, je rêve tous les ans, mais programmateur c'est rêver aussi, hein, mais sauf que là apparemment ils sont en Océanie sur cette période-là, donc ça va être un peu compliqué de les faire venir. C'est bon pour tout le monde, bah, encore merci.